Et bonjour, mesdames et messieurs. On vous souhaite la bienvenue à un épisode là où on parle d'ufologie, UFOs, OVNI, appelez-les ce que vous voulez. Je me nomme Don Emilio Zino, votre animateur pour aujourd'hui. Il me fait grand plaisir de vous accueillir, mon mentor. Ben oui, pas menteur, mentor, qui m'a introduit dans le monde ufologique il y a quasiment 6 ans. Et puis, permettez-moi de vous introduire à M. Marc Saint-Germain. Salut Marc! Salut Don! Comment vas-tu? Ça va très bien. Tu m'as l'air bien, tu m'as l'air heureux, tu m'as l'air toujours très occupé, ça je le sais. Et puis, merci en passant de m'avoir choisi comme ton animateur pour t'interviewer, parce que, évidemment, c'est pas un manque de connaissances dans le milieu ufologique et d'animateurs qui auraient pu t'interviewer. Je l'apprécie énormément et par le respect que j'ai pour toi, je ne pouvais pas dire non. J'aurais jamais dit non. Me voici. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Ben, c'est plus toi qui m'as invité, on va dire. Là. Ouais. Mais là, on rencontre pas nos petits secrets en public. Non. Ce qui est important, chères dames et messieurs, c'est ce qui va sortir de la bouche de M. Marc Saint-Germain. Il m'en a glissé un mot, puis j'ai hâte de le laisser parler. Donc, je vais commencer avec une première question, Marc. Tu te souviens, il y a 6 ans à peu près, 2015, c'est sur 5 ans et demi, moi j'avais approché, chères dames et messieurs, je venais tout bien d'avoir 60 ans et je me considérais semi-retraité. Et c'est là que j'ai dit, moi j'ai une passion pour l'ufologie. Puis là, j'ai plus les mêmes responsabilités de la vie que j'avais jusqu'à ce temps-là. Et puis là, j'avais dit, je vais approcher MUFON parce que qui ne connaît pas MUFON? Et je voulais rentrer là-dedans et ils m'ont tout de suite référé à M. Marc Saint-Germain, le directeur de MUFON Québec dans le temps. Et puis Marc m'avait gentiment rencontré et puis il m'a aidé pour rentrer dans le MUFON Québec et j'en suis très reconnaissant. Et suite à cela, ben me voici 6 ans, quasiment 6 ans plus tard, dans le domaine ufologique. Et j'ai appris beaucoup de choses de Marc Saint-Germain. Et puis Marc, depuis ce temps-là, évidemment, malheureusement pour moi, je ne suis plus avec MUFON. Je suis à mon compte comme animateur de radio et vidéo. Et les gens qui me connaissent à travers le monde, parce que, évidemment, je suis polyglotte avec 4 langues que je maîtrise, français, anglais, italien, espagnol. Je fais pas mal d'entrevues à travers le monde. Mais là, on n'est pas ici pour parler de moi. J'aimerais tout de suite rentrer en ligne de compte avec Marc. Marc, qu'est-ce qui s'est passé depuis que moi, j'ai quitté le MUFON en 2016? Il s'en est passé des choses. Je suis pas sûr que je vais tout me rappeler de qu'est-ce qui s'est passé. Là. Mais, 2016, bon, mais il y a eu MUFON Québec. On a aidé, on a travaillé à développer le réseau d'enquêteurs le plus possible. On a fait des événements, des séminaires à toutes les années. Puis ça, c'était à chaque année, il y avait de plus en plus de monde. Les gens aimaient bien ça. Puis la formule que nous, on faisait, c'était surtout faire parler les témoins ou écouter des témoignages parce que c'est beau des fois d'entendre des ufologues bon, parler des cas puis tout ça. Mais quand tu entends le témoin ou la personne qui a vu ou vécu quelque chose en lien avec des ovnis, c'est là que tu comprends que, OK, c'est pour ça que lui, cet ufologue, il croit à ça. C'est plus... Le témoin, dans le fond, lui, tu le vois tout de suite là, quand il raconte quelque chose qu'il a vraiment vécu.
lui-même. Ça a le plus de force, selon moi, que simplement un ufologue qui va raconter un cas parmi tant d'autres. Ça a plus d'émotivité, ça a plus de force, d'impact. C'est un peu ça, justement, dans nos événements. Puis de fil en aiguille aussi, on a fait des fins de semaine ufologiques, comme on appelait. Puis ça aussi, c'était vraiment intéressant. Souvent, c'était des experiencers qu'on mettait tous ensemble, qu'on invitait. Des fois, on avait des consultants. Pierre Caron, l'hypnologue, qui était déjà venu dans quelques-uns de ces événements-là. Aussi, on a eu Janie Charuot à la fin, là, qui était devenue directrice de MUFON Québec. Là, maintenant, elle est directrice de MUFON France. Je vais lui redire félicitations parce que c'était un bel accomplissement. Elle ne s'attendait pas à se retrouver à ce poste-là, j'imagine. Puis, c'est sûr, comme je t'ai dit avant d'être en ondes, là, que c'est ma première entrevue depuis que j'ai quitté MUFON Canada, parce que c'est ça, en 2019, j'ai été nommé directeur national de MUFON Canada. Avant, j'étais avec MUFON Québec, directeur provincial. Puis, il ne faut pas oublier que ça, c'est bénévole. Puis, tout le monde qui est impliqué dans le domaine, de près ou de là, même toi, là, tu sais que faut payer nos factures et puis ça, il faut vivre, donc il faut travailler. Puis à un moment donné, c'était impossible pour moi de concilier à la fois. Puis en plus, j'ai fait un changement de carrière qui s'est fait sur quelques années. C'était une transition que j'ai faite en même temps que j'étais directeur provincial et national. Là. Disons que c'est ma 3e carrière. J'ai été militaire en premier. J'ai fait 9 ans. Après ça, j'étais entrepreneur en construction, une dizaine d'années. Puis là, je suis rendu géologue d'exploration. Mais avant, j'avais des petits cours à l'université à faire. Là. J'avais un bac, puis malgré ça, j'ai eu d'autres cours à faire. Donc, j'ai tout ça à concilier en même temps que l'ufologie. Puis à un moment donné, c'était trop. Parce que surtout au niveau national, tu as à gérer des cas. C'est plus la gestion administrative. Dans le fond, quand tu es directeur, tu règles les problèmes que ceux qui sont un peu en dessous de toi ne peuvent pas régler. Puis des fois, c'est assez complexe. Des fois, j'ai même dû mettre un ancien directeur des enquêtes là, nationales dehors parce que il y avait des conflits d'intérêts, en tout cas. Puis souvent, c'est des choses qui sont pas c'est pas le fun à faire, mais c'est nécessaire, c'est pour le bon fonctionnement de l'organisme. Mais j'ai encore des bonnes relations avec le MUFON, avec Dave Palerchuk, le nouveau directeur national, avec Dave McDonald, le directeur américain, Janie, Éric Tessier, le directeur des enquêtes MUFON Québec, on se parle plus tellement, mais c'est pas parce qu'on n'est plus amis, c'est juste qu'on n'a pas vraiment le temps. Lui, de son côté, justement, j'ai parlé à Jean-Charles Moyen hier, petit projet là, on avait fait un documentaire sur le programme spatial clandestin. Je l'ai vu. Okay. J'avais acheté son vidéo, oui, son film. OK, très bon. Le film, tu parles de Rive-Sud, là. Oui, Rive-Sud, oui. OK, mais nous, on avait fait un documentaire, le programme spatial clandestin de Secret Space Program. On l'a fait en français et en anglais. Puis, on avait même été le présenter là, au Nouveau-Mexique. Ah oui? Oui. Je l'ai-tu vu, celui-là? Marc, sais pas. Là? Oui, je suis là. T'as gelé pour 2 secondes. C'est pas grave. Ouais, je t'ai dit, ici, l'Internet, là, c'est pas... Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Ça arrive à tout le monde, même sur les réseaux de télévision. Donc, est-ce que j'aurais une question primordiale. Tout le monde le sait que tu es un ancien militaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ou pas du tout? Oui. Je n'occupais pas des fonctions très, disons, secrètes. Là. J'avais une habilitation confidentielle, c'était même pas secret. Des fois, des informations, là, comme à un moment donné, dans le temps de la crise d'Oka, OK, là, on avait eu... c'était plus davantage confidentiel.
même secret, là, mais disons que mes 3 premières années, j'ai été fantassin d'infanterie, puis là-dessus, j'ai fait 1 an et demi à Pitoa comme parachutiste, le premier commando aéroporté. Puis cette unité-là, ils l'ont fermée après la Somalie. Il y a eu un petit scandale, gros scandale, là, parce qu'ils avaient pensé que c'était une bonne idée d'envoyer des gens qui formaient, tu sais, quand tu es entraîné dans une unité spéciale de combat, t'es pas trop entraîné pour faire des missions de paix. Là, il a envoyé ce régiment-là faire une mission de paix en Somalie. Ça n'a pas vraiment marché. Non, parce que... Ça a marché, mais ils ont eu des problèmes. Là, c'est ça. Ils n'avaient pas trop calculé ça. Puis ensuite de ça, ben, j'ai changé de métier. Puis là, je suis allé comme technicien d'approvisionnement. Mm-hmm. Mais étant donné que j'avais l'expérience dans les armes de combat, ils m'ont assigné à des unités de combat, dont à Valcartier, 5e bataillon de service. Puis ensuite de ça, bataillon d'infanterie légère. J'étais l'approvisionnement, mais c'était mes anciens collègues de travail du commando qui étaient revenus parce que quand ils ont fermé l'unité à Pitowawa, en Ontario, ben, ils ont séparé le régiment, ils ont réparti ça un peu partout, puis il y en a qui se sont retrouvés à Valcartier, puis c'est mes anciens collègues de travail de l'époque. Là. Donc, c'était un petit peu bizarre de se retomber dans le même bain. Puis une des raisons pourquoi j'avais quitté l'armée, ben, c'est plus une raison des circonstances. Là. Dans les années 90, il y avait eu une récession, toutes les promotions étaient coupées, puis normalement, j'aurais avoir eu 2 autres promotions, mais les promotions étaient complètement gelées, si on veut. Non, il n'y avait pas de promotion à cause du gouvernement fédéral faisait des coupures, puis l'armée, bon, ça relève du fédéral. Puis, ça m'avait dégoûté un peu. Là, je suis dit, bon, ben, je pense que je vais partir à mon compte. C'est une raison qui a fait que je suis sorti de l'armée. Puis après ça, j'ai été travailler comme entrepreneur général. Ben, pas tout de suite. Là, j'ai travaillé avant pour des entrepreneurs. Puis après ça, j'ai parti ma propre compagnie de construction. Puis... Est-ce que tu étais impliqué dans l'ufologie avant et durant ta période militaire ou c'est après que tu as développé ce goût-là? Ben, c'est presque immédiatement après que je sois sorti, je pense. C'est parce que j'ai changé d'environnement. Je suis déménagé de Québec vers Montréal. Puis, je me suis fait un nouveau réseau de contacts. Puis, c'est dans ce réseau de contacts-là, il y avait une personne que sa conjointe, elle vivait des enlèvements. Puis c'est de la façon que ça m'est arrivé comme information, j'étais dans le domaine de la construction à l'époque, puis un collègue de travail, il dit ce que tu sais pour la conjointe d'Alain, puis Alain, c'était un ami commun. Non, de quoi tu parles? Ah, il dit elle se fait enlever par des extraterrestres. Puis en plus, ce collègue-là, c'est un vrai bouffon. Il fait toujours des farces. Moi, je ne le croyais pas du tout. Ben oui, je ne le croyais pas du tout. Puis à l'époque, je connaissais rien de ça. Puis là, on est en 98 peut-être ou quelque chose comme ça. Puis là, il dit non, je suis sérieux, tu lui demanderas. J'ai dit, Mario, je trouvais ça bizarre un peu. Ouais, je vais rencontrer la conjointe de mon ami, puis je vais dire, c'est vrai que tu te fais enlever par des extraterrestres. Je trouvais ça un peu... malcommode. Ben, un petit peu bizarre à demander. C'est comme... déjà, à l'époque, je sentais que c'était probablement une expérience traumatisante pour la personne qui aurait pu vivre ça, puis demander ça de même, je voulais être plus préparé, puis à un moment donné, ben, bon, 10 ans plus tard, j'ai publié un premier livre, mais c'était c'était un essai anthropologique, puis ça faisait longtemps que je m'intéressais à ça. Moi, je me suis toujours intéressé
l'archéologie, l'anthropologie, les origines de l'espèce humaine. C'est ça aussi qui m'a fait aller vers l'ufologie parce que au début, j'avais fait une recherche plus, on va dire, plus conventionnelle avec bon, des revues scientifiques, théorie de l'évolution, puis ça, puis j'étais pas satisfait de ce que je trouvais. Je continuais à chercher. Puis à un moment donné, je me disais, bon, où est-ce que je vais trouver l'information qui va nous dire qu'est-ce qui s'est véritablement passé avant? Je parle avant la préhistoire, là, mais pas celle des hommes des cavernes, celle des anciennes civilisations qui ont connu des niveaux d'avancement technologique importants, les bâtisseurs de pyramides, etc. Donc, c'est là que je me suis tourné vers la mythologie. Puis j'ai commencé à étudier la mythologie. Puis, mais c'est quand même pas facile, la mythologie, là. Puis là, je me suis dit, bon, mais comment faire pour décortiquer ce qui est vrai de ce qui est plus, qui a été enveloppé ou exagéré. Puis là, avec du recul, j'ai dit, OK, je vais faire une étude comparée des mythes. Je vais étudier plusieurs mythes en même temps qui parlent à peu près de la même époque. Puis je vais voir si je ne trouverai pas des similitudes. Puis j'en ai trouvé énormément. Puis celle qui revenait, ben, celle qui m'intéressait de savoir, justement, c'était sur l'origine de ces civilisations-là. Qu'est-ce qu'ils parlent? Qu'est-ce qu'ils disent de leur origine? Puis ils disent tout, ben nous, on a été mis ici par des dieux avec notre science, notre langage, notre culture. Puis même il y en a, comme la Bible des Maya Quiché, le Papa le Vu, explique carrément que les premiers êtres sont sortis d'une matrice, que c'était des dieux qui avaient confectionné avec un bagage existant. Puis tu comprends que aussi il y a eu de la manipulation génétique. Puis souvent, l'erreur, je pense que ça part beaucoup de ce que Zecharia Sitchin a écrit là, dans La 12e planète, puis la lignée de ses écrits. Là. Lui, il disait que finalement, la théorie de l'évolution fonctionnait jusqu'à Homo erectus. Puis après ça, bon, ben, les Anunnaki ont manipulé le bagage génétique pour augmenter le potentiel. Mais quand On t'a perdu, Marc. Marc? Les OK. C'est encore là? Ah oui, rebonjour. On t'avait perdu pendant quasiment 30 secondes, mais c'est pas grave, continue. Non, OK. Ben, t'étais rendu loup, là. J'ai-tu besoin de recommencer un bout? Non, pas du tout, non. Parce que les gens, c'est quand même, comment dirais-je, les détails sont quand même très compliqués parce que la méthodologie, comme tu dis, c'est pas une chose que tout le monde puisse comprendre adéquatement. C'est pas des nouvelles. J'essaie de rendre ça plus simple, là. Mais bref, ce que moi j'ai compris, c'est que bon, notre civilisation actuelle, on provient de ces implantations-là un peu partout sur la planète. Là. On n'est pas. Il y a certains endroits que les individus sont endémiques. Là. Ils viennent directement d'ici, ils viennent de la Terre, mais nos civilisations, d'autres civilisations actuelles, là, la très grande majorité des gens ont été implantés. Puis on peut dire qu'on est des OGM carrément, on est des organismes génétiquement modifiés parce qu'à la base, l'être humain, c'est pas ça. C'est plus que ça. Il a accès à plus de potentialité. Donc, ce qu'ils disaient les Maya Quiché, c'est que avant, les humains avaient un plus grand potentiel. Mais les dieux aimaient pas ça. Parce que eux, ils voulaient seulement créer des humains pour pouvoir un peu les contrôler, un peu comme on fait du bétail. Puis dans Platon, quand il parle de l'Atlantide, c'est la même chose. Il dit, les humains, dans le fond, on les implantait,
puis les dieux géraient sur eux comme on gère un peu des troupeaux. Puis c'est encore la même chose aujourd'hui, c'est juste que si on voit plus ces dieux-là parmi nous, ça n'empêche pas que c'est quand même eux qui ont le contrôle sur tout ce qui se passe. Puis je vais faire un petit parallèle avec l'état actuel là, de ce qui se passe présentement. Là. La crise sanitaire qu'on va mettre en guillemets, ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est juste avant mars 2019, là, quand ils ont collé ça, mars 2020, je veux dire, quand ils ont collé ça pandémie, là, quand ils ont dit OK, il y a une pandémie à la grandeur de la planète. Là. Mais si tu regardes un petit peu dans les mois avant ça, là, à l'automne, puis tu vois sur YouTube, ou moi j'ai téléchargé là, les vidéos, là. Puis dans le fond, c'est toutes les manifestations qu'il y a eu dans le monde, tous des pays là, comme la Chine, des gros pays qui étaient une dictature très autoritaire. Il y avait une grosse partie de la population qui était mécontente et qui disait « OK, c'est fini ce système-là, c'est fini la corruption, nous, on veut vivre librement, on veut plus payer des impôts à plus finir. » Il y en avait partout ça sur la planète, en Amérique du Sud, c'était généralisé. Les gens commençaient à se réveiller puis ils voulaient reprendre leur pouvoir en main. OK? Mais là, nous, là, sur cette planète-là, là, l'histoire de la démocratie et la liberté, ça, c'est juste une illusion. Là, parce qu'il y a des big boss en haut qui, eux, ils sont en contrôle de tout ça. Puis là, oui, à un moment donné... Oui, je t'interromps poliment. Ah ouais, tu sais pourquoi que je t'adore? Parce que tu n'as pas peur de divulguer tes pensées. C'est ce que j'ai toujours aimé de toi. Ça veut dire que je n'oserais pas poser cette question sur la pandémie parce que c'est vraiment délicat. Moi, je trouve que la pandémie est plus délicate que de parler d'ovnis et d'extraterrestres. Parce que tu peux te faire arracher les yeux. Mais je suis content que ça soit toi, sans mon insu, chères dames et messieurs. Je n'étais même pas au courant, mais je t'adore pour ça. Donc, si j'ai bel et bien compris, la pandémie a été créée par des êtres supérieurs. Ben, okay? Je dirais pas que c'est eux qui ont créé la pandémie, mais je dirais que c'est parce qu'il y a comme toute une hiérarchie là-dedans, OK? Moi, je vais les appeler les big boss d'en haut, là, les big boss. Mais c'est qui les big boss? Je veux que tu nous dises une fois pour tout, qui sont les big boss? Parce que si moi, je donne mon opinion, tu vas me dire, Don, toi, ça fait 6 ans que tu es vraiment officiellement dans l'ufologie. Moi, ça fait 22 ans et plus. Fait qu'on écoute le 22 ans et plus. On écoute celui qui a eu un entraînement militaire pour comprendre certaines choses. C'est pour cela que je te pose la question. Qui sont ces big boss? Ben, ça, c'est la question à 1 million de dollars. Parce qu'on ne peut pas vraiment mettre un nom ou un visage là, sur qui est vraiment le big boss. Mais c'est plus au niveau d'un concept qu'on va essayer de comprendre que, en fin de compte, c'est évident que il y a un contrôle à l'échelle planétaire. On s'entend que c'est uniforme. Ouais. En dépit des langues, des différences culturelles. Puis là, si j'avais parlé de ça il y a 2-3 ans, ben, je n'ai probablement déjà parlé aussi, mais à l'époque, je passais peut-être déjà pour un super complotiste, conspirationniste. Aujourd'hui, c'est plus visible qu'un contrôle global puis qui est uniforme. Donc, ça veut dire qu'il y a un contrôle qui vient au-dessus de tout ça. OK? Maintenant, c'est la façon... Je vais faire juste un petit parallèle, si on veut. Là. Quand ou un petit retour en arrière sur ce que je disais tantôt, quand il y a eu
les manifestations un peu partout sur la planète, là, avant le déclenchement de la crise sanitaire, entre guillemets, à un moment donné, les big boss, OK? Bon, là, mettons, on va y aller, je peux dire que c'est des extraterrestres, mais extraterrestres, ça veut dire quoi? Extraterrestres, ça veut juste dire qu'ils ne sont pas nés sur la Terre ou ils ne sont pas d'ici. C'est que ça. Puis ça peut être un extraterrestre, mais il peut être autant humain que moi puis toi. Puis ça aussi, on a tendance à utiliser des images là, comme mettre un. Puis ça n'empêche pas qu'il y a des petits gris, des grands gris, des reptiliens, puis tout ça. Mais il ne faut pas oublier que le pouvoir n'a pas une espèce particulière, pas plus que le mal. Tu peux être un humain, puis tu peux être très méchant ou très bon. Puis ça, c'est bon pour toutes les espèces. Donc, ce que je suis convaincu, c'est qu'il y a des personnes qui ont décidé, pas qui ont décidé, qui nous ont implanté là, des milliers d'années. Puis pour eux, on leur appartient. OK, on a un code génétique spécifique, donc c'est un code de propriété. Comme Monsanto, il dit, OK, cette sorte de blé d'Inde-là, ça m'appartient parce que, regarde, le code génétique, c'est mon code génétique. C'est la même chose pour nous autres. Le code génétique qu'on a, c'est un titre de propriété. Donc, ce code génétique-là, ces codes génétiques-là, ils m'appartiennent. Donc, pour certaines entités, on est des propriétés, on leur appartient. On est un bagage génétique, ils peuvent faire plein de choses avec ça. Ça, c'est le côté le plus négatif, si on veut. Il y a un côté extrêmement positif, c'est qu'à un moment donné, il faut passer par un éveil avant d'arriver vers la lumière, il faut passer par un petit bout de noirceur. Là, on est pas mal dedans. Là. Donc, à un moment donné, quand il a commencé à avoir les manifestations, les big boss, ils ont dit aux boss subalternes. Donc, c'est des humains sur Terre qui gèrent des grandes institutions. Okay? Ça peut être le Conseil des relations étrangères, la Commission trilatérale, ceux qui ont des contacts directs avec ces entités-là. OK, même des francs-maçons, mais 33e degré, etc. Ceux qui sont dans des grosses sphères d'influence, qui sont capables, mettons que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, de l'économie, l'OTAN, etc. Ceux qui, justement, ont des capacités de contrôle à l'échelle globale, eux ont des comptes à rendre en haut. Puis à un moment donné, ils disent « Hey, êtes-vous en train de perdre le contrôle? Qu'est-ce qui se passe sur la planète? Là? Vous êtes supposé de contrôler ça? Ça fait des milliers d'années que ça va bien. Qu'est-ce qui se passe? » là? Puis là, on dit « OK, ouais, c'est vrai, il faut faire de quoi? » Donc, la meilleure chose pour prendre un contrôle global, reprendre le contrôle, parce qu'il l'avait déjà, c'était juste pour ne pas le perdre, cette espèce de pandémie-là. Puis, le port du masque, là, OK, ça, c'est un symbole assez fort de soumission. Quand tu vois Biden arriver avec le masque avant de faire un speech ou quoi que ce soit, lui, là, ce qu'il montre là, au big boss, c'est que moi, là, je suis soumis à vous. Là. Et lui, il ne montre pas qu'il est le boss de rien. Là. Il montre qu'il est vraiment soumis. Puis quand t'imposes cette soumission-là, tu veux que tous ceux qui sont en dessous de toi suivent cette soumission-là. Puis à un moment donné, là, t'es rendu que les parents, il faut qu'ils imposent le port du masque à leur enfant. C'est ça qui se passe. Dans le fond, c'est pour dire, OK, on est tous soumis, là, il n'y a plus de problème. Là. Puis quand que je vois des manifestations, puis les gens portent le masque, c'est ça, c'est un symbole de soumission. Fait que tu fais une manifestation, mais tu montres quand même que tu es soumis à l'ordre établi. Ça, c'est une autre chose aussi, tu sais, de vouloir, c'est bien, mettons, OK, de manifester, on ne peut pas empêcher le droit de manifester, c'est juste que présentement, là, notre société, on s'aperçoit qu'on a des gros problèmes là, à l'échelle globale, que ce soit les inéquités sociales, que ce soit la pollution, que ce soit
Puis la fin, que ce soit, c'est incroyable. Là. Puis là, on est confronté aux erreurs de notre passé, à notre mode de vie. Puis là, il y en a beaucoup qui disent c'est parce qu'on est trop, il y a une surpopulation. Mais si c'est certain qu'avec la façon que notre société fonctionne aujourd'hui, ouais, je veux dire, même à 500 millions, on va être encore en surpopulation parce que on fonctionne pas trop en harmonie avec la nature, si on veut. Ça veut pas dire de retourner à l'étape, se promener en mocassin puis tout ça, mais à un moment donné, il y a une façon d'utiliser les technologies pour que ça aille plus au niveau d'une bonne gestion, pas au niveau du respect de l'environnement, puis tout ça. Là. Puis c'est un peu ça le défi aujourd'hui. Puis c'est pas en essayant de continuer comme c'était avant, manifester, puis retrouver tous les jobs comme c'était avant. Je pense que la solution, une des solutions, c'est complètement de créer un nouveau système qui est en dehors du système. Là. Tu peux pas le réparer, tu peux pas le reconstruire, ce système-là. Là. Marc, si tu me permets, je t'écoute avec passion parce que, encore une fois, je m'attendais pas qu'on soit rendu dans la pandémie. Je pensais qu'on allait parler de l'ufologie en général, mais je vois le lien extraterrestre, si j'emploie bien les mots. Selon toi, là, je vais te poser des questions assez critiqueuses. Premièrement, la pandémie, est-ce que, selon toi, ça a été créé par les êtres humains ou est-ce que ça a été un accident de la mère nature, comme les gens veulent qu'on s'y adhère? Ben là, j'ai pas le choix de parler hypothétiquement, mais basé sur mon expérience personnelle. OK? Quand ça a commencé, tout ça, moi, j'avais des cours à l'UQAM à Montréal. Puis l'UQAM, c'est dans le centre-ville. Là. Puis, on voyait ça dans les médias en Chine, quelque part. Là, il y avait une grippe super mortelle. Puis là, tu voyais des images à la télévision. Puis là, du monde qui tombait en pleine face, sans connaissance. Puis déjà là, j'avais un doute que c'était bizarre parce que il sortait des statistiques, tant de pourcents, tant de cas, puis c'était pas des approximations, c'était des chiffres bien précis, comme encore aujourd'hui, quand il arrive, il y a 1000 cas, blablabla. Entre moi et toi, là, si tu as la grippe, est-ce que tu vas aller à l'hôpital? OK? Bon, ben, moi non plus, puis c'est probablement la majorité des gens là, qui ont la grippe, ils ne vont pas aller à l'hôpital, ils ne vont pas dire ça à personne. Comment ils font pour avoir ce genre de statistiques-là? Ah oui, aujourd'hui, OK, ils testent. Bon. Donc, quand ça a commencé, j'étais déjà un peu sceptique, mais je me disais, tu sais, il y avait eu la H1N1 avant, il y avait eu le SRAS. Bon, ça va finir de même. Là. Ils veulent faire peur au monde pour que le monde se fasse vacciner. C'est un petit peu, peut-être un peu ça l'idée. Mais à un moment donné, après les fêtes, là, au mois de janvier, là, dans mon entourage, il y avait des gens qui avaient la grippe. Puis par plein de gens, là. Je parle à l'UQAM, là, des élèves, des étudiants, des profs, tout ça. Puis là, moi, je voyais ça, genre, non, je veux pas avoir ça, cette grippe-là. Ça avait l'air assez terrible, tu sais. Puis je l'ai eu. Puis j'ai été, je te dirais que c'était un bon 2 semaines. Là. Puis là-dessus, dans ces 2 semaines-là, il y a eu au moins 3 jours là, que j'étais complètement fort-ball, là, que j'étais, là, que je me levais de mon petit divan, puis... une vraie grippe d'homme. Ouais. Sauf que ça avait commencé, excusez un peu les détails, mais comme une gastro. J'avais jamais eu ça, une grippe de même. Tu sais, des étourdissements, des maux de cœur, la diarrhée. Qu'est-ce que c'est ça? Au début, je pensais que c'était une gastro. Au mois de janvier, c'était de bonheur un peu. Mais j'étais à Montréal. Après ça, ma blonde l'a eu.
Puis bon, elle l'a pas eu tout à fait comme moi, mais c'était la même chose. Puis après, un petit peu de recul, quand j'ai regardé les symptômes, ben, je dis, c'était ça, c'était la COVID. On a eu la COVID. Puis plein de monde l'ont eu à Montréal. Là, parce que quand tu prends le métro, là, écoute, là, puis avec, j'imagine que ceux qui prennent le métro savent de quoi je parle. Là, quand la vent de chaleur passe, là, puis dans les métros qui sont tous ouverts d'un bout à l'autre, là, puis là, tu sens ça. Celui qui éternue à l'autre bout, là, ben, il va contaminer tout le monde là, en passant tout le long. Là, fait que c'est sûr que le métro, c'est le plus gros vecteur là, que tu n'as pas. Là. Puis là, il fermait tout, mais il laissait le métro ouvert. Je dis, wow, c'est un petit peu bizarre ça aussi. Donc, avec un petit peu de recul, quand j'ai regardé ça, moi, je pense, on va y aller hypothétiquement, que c'était créé en laboratoire à Wuhan, puis à un moment donné, ils l'ont fait sortir là. Puis après ça, l'idée... Mais je pense qu'au départ, le but était... Ça devait être plus virulent que ça, mais on dirait qu'on s'est adapté. Puis oui, OK, c'était une bonne grippe, mais c'était pas aussi puissant, je pense, que le produit de départ qu'il aurait voulu que ça soit. Ça, c'est de 1. De 2, quand le 11 mars 2020, ils ont dit, OK, c'est une pandémie. Moi, je suis encore là-bas. Puis Emma Québec était là, à l'UQAM, cette journée-là, la journée qui ont déclaré ça pandémie. Puis c'était plein de gens qui faisaient des dons de sang. Puis moi, je me rappelle qu'une fois, je voulais donner du sang, puis j'avais la grippe, ça fait longtemps, là, on parle des dizaines d'années. Puis il disait, non, si tu as des symptômes d'un rhume ou quoi que ce soit, tu ne vas pas donner du sang. Mais là, c'est plein de gens qui donnaient du sang. Puis après ça, à un moment donné, j'ai entendu des gens qui avaient eu la COVID par hémodialyse. Tu sais, c'est des liens, là. Tu sais, à un moment donné, tu dis, bon... Tu te poses bien des questions. En passant, en parlant de pandémie et tout ça, là, ce que tu viens de mentionner, comme quoi que ça a été créé en laboratoire chez Wuhan, en Chine. Moi, je viens de lire le dernier livre de Paul Hellyer, qui m'a dédicacé, dedicated. Ouais. Et puis, il a parlé, puis il a carrément dit que la pandémie a été créée par les Américains et les Chinois ensemble pour créer un désordre dans le monde. C'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. J'ai les preuves à l'appui dans son livre. Puis ça, c'est l'ancien ministre de la Défense dans les années 55-58, dans ce coin-là. Un gars qui a été le ministre avec Saint-Laurent, puis Diefenbaker et même un peu chez Trudeau. Okay. Ouais, j'ai rencontré à plusieurs reprises. Bon, ouais, je sais que tu le connais, mais je te dis en chemin faisant que lui avait écrit son dernier livre que j'ai terminé il y a 2 semaines, puis il parle de ça. J'ai dit, wow, un instant, it doesn't get any better, dans le sens que ça vient d'un haut placé, comme c'est pas n'importe qui, là, c'est pas un bouffon qui décide de dire de quoi. Fait que ça concorde avec ce que tes croyances à toi. Ben, je veux dire, mes croyances sont basées un peu sur des informations que, en faisant de la recherche au début de la pandémie, c'est sûr que j'ai voulu savoir, puis tout allait vers ça, là, comme quoi que, bon, c'est à partir de là, puis on a voulu dire que, bon, ça partit artificiellement des gens parce qu'ils mangent des chauves-souris là-bas, mais même quand tu voyais... les médias à ce moment-là, tu voyais que c'était tout un show, c'était tout organisé. Là, tu vois du monde manger des chauves-souris, des images fortes là, pour impressionner. Je ne vais pas y aller là-dedans. Je ne vais pas y aller parce que j'ai vraiment une dégustation, comment dirais-je, j'en ai marre avec les médias qui sont supposés représenter le grand peuple, mais on s'est rendu compte depuis 50 ans ça représente une poignée de gens, ce qu'on appelle de cabals, puis etc., un peu de ce que tu parles. Mais j'aurais une question pour toi. Si, advenant que ta croyance, puis que moi, je partage en passant, je partage énormément, ta croyance qu'on est surveillé par des êtres supérieurs, appelés des extraterrestres, si tu veux,
eux ont peut-être des remèdes pour arranger la pandémie vite, vite, là. Pas un vaccin, je te parle, des antibiotiques qui vont guérir la pandémie s'ils ont besoin tant d'esclaves mondialement, parce que nous, on est pour eux des esclaves. OK? Fait que c'est dans leur intérêt de sauver l'humanité selon mes pensées. Est-ce que tu peux continuer sur ce sujet, s'il vous plaît? Ouais, mais la pandémie, il n'y a pas vraiment de pandémie, là. Là, présentement, c'est les médias qui disent aux gens qu'il y a une pandémie, mais il n'y a pas plus de grippe ou moins de grippe qu'il y avait avant, puis les gens ne meurent pas plus de ça. Là, je veux dire, tu n'as pas besoin d'avoir des extraterrestres qui vont venir nous guérir. Il n'y a rien à guérir, là, je veux dire. OK, tu as répondu à cette question-là, mais est-ce que tu es d'accord avec ma pensée primordiale que les extraterrestres ont besoin de nous, l'humanité, la masse, pour continuer à être leurs esclaves comme nous l'étions pendant des milliers d'années? Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de te dire? Ben, le mot esclave, c'est fort, mais c'est pas tout à fait faux. Mais c'est subtil la façon qu'ils ont besoin de nous. Puis oui, ils ont besoin de nous, là, mais ils ont besoin de nous pour créer une réalité. Parce que la réalité, là, OK, bon, un niveau plus spirituel, si on veut, on crée la réalité par notre pensée. Puis ça, c'est pas quelque chose d'abstrait, théorique, là. C'est carrément vrai. C'est carrément une réalité. Donc, si tu projettes des pensées, si la majorité des gens projettent une pensée apocalyptique, ou si la majorité des gens projettent la guerre, ou si la majorité des gens projettent une pandémie, ben oui, tu sais, c'est ce qui va arriver. Puis les médias, eux, dans le fond, c'est qu'ils aident à projeter la réalité de ceux qui veulent qu'on vive dedans. C'est plus simple à comprendre qu'à expliquer, là. Oui, mais OK. Non, je te suis très bien. Puis en passant, j'adore tes pensées, parce que je m'adhère à ça. Et pas parce que je veux être gentil envers toi, parce que bon, t'es mon mentor, puis ainsi de suite. Mais c'est parce que, à force d'apprendre beaucoup de choses en ufologie, on se forme une croyance hors pair, puis we stick to what we believe in. Maintenant, je reviens à la charge. C'est quoi, selon toi, que les êtres supérieurs, parce qu'on est ici pour parler de l'ufologie, puis les ETs, puis les ovnis, puis tout ça, puis on n'aura pas tout le temps, parce que va falloir que, si tu me permets, que je te réinvite, parce que, en passant, tu sais que je veux investir au moins 1 heure de temps sur le cas de la place Bonaventure, dans lequel tu es un grand connaisseur selon moi. Puis on n'ira pas dans les détails, ça va être un autre épisode à elle seule pour pouvoir expliquer ce que toi tu sais, parce que tu m'as dit des choses qui m'ont fait penser, puis j'en connais pas grand ufologue qui savent ce que toi tu sais. Et c'est là-dessus que tu vas me donner l'honneur, comme ton étudiant par excellence, de dire, OK, Dan, on va faire une autre entrevue qui va toucher à ce sujet-là. Mais revenons à maintenant ce qu'on est en train de parler, parce que moi, je m'attendais pas du tout, mais pas du tout, que tu ailles sur la pandémie. Mais pendant que tu es là, ça chicote tout le monde. C'est sûr, les gens, là, le taux de stress a augmenté de 1000%. Les gens sont augmentés, les antidépressants, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de gens, alors, regarde ce qui se passe aux États-Unis, the random shooting in Colorado, for example. Les gens, ça capote, c'est rendu fou, ils ont peur, ils savent plus quoi faire. C'est quoi, selon ta vision des choses, c'est quoi que ces êtres supérieurs
en collaboration avec nos gouvernements, puis ainsi de suite? C'est quoi qu'ils veulent faire? Ben, comme j'ai dit, au départ, c'était juste de reprendre le contrôle. C'était juste ça. Puis, c'est de s'assurer de ne pas le reperdre encore. Mais là, je veux juste clarifier quelque chose. Attends, avant de faire ça, là, je veux te montrer quelque chose sur l'écran. Okay. Parce que moi, je l'ai toujours dit depuis 6 ans que les militaires nous écoutent. À mon insu, regarde-moi donc. Ouais. Ça se peut-tu? Bon, OK, continue. Excuse-moi. Vas-y, continue. OK. Donc, c'est ça, c'est que si c'est pas toutes les êtres avec des capacités technologiques ou qui sont, mettons, supérieurs à nous, qui vont agir comme ceux qui ont le contrôle, on va dire, sur notre planète en ce moment. Il y en a d'autres qui, on va les appeler là, les entités pacifiques, là. Eux, dans le fond, la seule chose qu'ils veulent, c'est que nous, on se réveille, on aille vers l'éveil spirituel ou de notre vrai potentiel. Puis qu'après ça, on s'exprime avec notre plein potentiel. Puis c'est ce que plusieurs personnes commençaient à faire, commençaient à se réveiller, puis commençaient à exprimer un plus grand potentiel, à comprendre aussi que la vie matérialiste, il n'y a pas que ça dans la vie, il y a d'autres choses. Puis d'aller tranquillement vers ça, puis que notre système aussi, le système économique, le système, la société en général, là, comment ça fonctionne, c'est pas basé sur des valeurs qui sont vraiment en harmonie. Là. Mais il y a des civilisations qui vivent en harmonie, ils vivent dans l'abondance, tout le monde là, vit dans l'abondance. Puis il y a eu des contacts avec ces êtres-là. Puis ces êtres-là qui ont contacté des humains, tranquillement, essayaient d'amener cette perception-là, de voir une autre façon d'exprimer la vie, la potentialité, le potentiel de l'être humain, puis tout ça. Mais l'autre groupe, on va dire que celui qui est en contrôle de nous, aimait pas ça. Dans le fond, lui, il n'est pas vraiment pour ça parce que là, il va perdre le contrôle. C'est un peu comme si, je te disais, j'ai un troupeau de moutons. Puis, bon, une couple de moutons là-dedans que c'est pour la laine, une couple de moutons là-dedans que c'est pour la viande. Puis là, à un moment donné, il y a des moutons qui commencent à s'apercevoir de qu'est-ce qui se passe. Puis, ben, eux, bon, leur moyen de défense, c'est de se pousser, sauter la clôture, puis s'en aller. Dans ce temps-là, ben, tu vas changer un petit peu, tu vas soit remonter tes clôtures un peu plus hautes, tu vas poser des actions pour continuer à garder ce contrôle-là. Là. Puis là, présentement, je te dirais que la pandémie, c'est une façon de reprendre le contrôle, mais en même temps, c'est un bon signe. Ça veut dire que là, il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui se réveillent à l'échelle individuelle, à l'échelle collective aussi. Puis là, si les gens sont séparés, on ne peut plus se regrouper, on ne peut plus se voir en communauté. Puis là, il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls, puis en même temps aussi au niveau de leur croyance vis-à-vis de la pandémie, ils diraient, hey, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là, tout de suite, si tu ne penses pas comme la masse ou si tu ne penses pas comme les médias disent, là, aujourd'hui, tu es traité de complotiste. Mais nous, les ufologues, on a de l'expérience là-dedans. On était déjà mis de côté dans le rang des complotistes conspirationnistes. Fait que pour nous autres, ça nous atteint moins. Mais en même temps, on voit que tout ça, c'est des vieux trucs. Là, ils prennent les vieux trucs qu'ils avaient utilisés pour l'ufologie, mais ils les appliquent à ceux qui ne rentrent pas dans le moule là, de ce que disent les médias. Même au niveau de l'opposition, il n'y a pas d'opposition. Je pense que l'opposition dire des choses pires que puis autant au provincial qu'au fédéral, c'est épouvantable. Sont vraiment... Donc, la seule façon qu'on a, c'est tirer la plug. Là,
de pas... Tu sais, si tu te bats contre quelque chose, tu lui donnes du pouvoir. Si tu dis, un tel, il est pas fin, il est méchant, puis là, tu cries contre lui, tu mets des posts haineux contre lui, même si c'est contre lui, tu lui donnes quand même du pouvoir parce que tu dis, hey, cette personne-là elle a tellement de pouvoir qu'elle m'empêche de vivre, elle m'empêche de faire ça, elle m'empêche de faire ça. Elle t'empêche pas de rien, là. C'est toi qui t'empêche. OK, c'est sûr qu'il y a des mesures restrictives, mais à travers ça, on est capable de vivre. Tu sais, tu as juste à tirer à plug sur ta radio, sur ta TV, sur le câble là, pour les. De toute façon, tu ne vas pas manquer grand-chose, ils font juste parler de la COVID. Dis-moi donc, pendant que je suis ici, en parlant de la COVID et tout ça, le COVID, est-ce que tu vas te faire vacciner sous peu, oui ou non? C'est une vraie question, ça? Ou, non, pas vraiment. Pas vraiment. Donc. Non, mais premièrement, parce que moi, je suis convaincu que je l'ai eu, je ne me ferais pas vacciner pour quelque chose que j'ai déjà eu. Là. En passant, je l'ai eu, moi, tout, dans le mois de janvier, l'année passée, parce que c'était le fameux Frank Cavallaro, futur politicien, qui m'avait contaminé lors d'un dîner ensemble. Et puis là, il était malade comme un chien. Puis là, c'était moi rendu, je frappais pendant 2 semaines. Puis imagine-toi que si on savait, si on connaissait le mot COVID, on connaissait pas ça, puis qu'on aurait eu les mêmes symptômes, ni plus ou moins, tout le monde serait ramassé à l'hôpital en urgence. Hey, je suis mourant, puis ainsi de suite. Mais je te dis que c'est quelque chose de spécial. Puis j'en veux pas aux gens qui sont obligés de se faire vacciner. Faites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai tendance à te suivre à 100% dans tes pensées. Si tu veux, je te dis, moi, je suis pas un hypocrite, puis j'ai pas ma langue dans ma poche. C'est pour ça que le bon Dieu ou les extraterrestres m'ont rendu polyglotte parce que je peux m'exprimer dans les 4 langues de choix. Dis-moi donc, tu penses que les fameux extraterrestres ne peuvent pas ou ne veulent pas s'impliquer dans nos affaires à l'heure actuelle parce qu'on est rendu dans des temps très précaires avec tout là. Puis on sera plus le même peuple. Puis m'a dire de quoi si les gens ne peuvent plus s'embrasser, se coller, puis ainsi de suite, il va y avoir un sérieux problème dans le monde. Quand on parle d'extraterrestres, là, faut faire une distinction, là. T'as une gamme de variétés en même temps que tu as des intérêts. Eux, ils ont des intérêts envers ce qui se passe ici, mais il y en a que c'est des intérêts qui sont plus pour eux. D'autres veulent vraiment aider notre civilisation. Mais je te dirais que ce qui se passe présentement, c'est les entités qui nous voient comme un troupeau puis qui ont la responsabilité de gérer efficacement. Là, puis on est une planète parmi tant d'autres. On n'est pas juste nous ici. Là. Eux autres, ils gèrent plusieurs planètes là, dans la fédération. Je sais pas jusqu'à quel point c'est fédéré ou comment ça fonctionne, la structure, là, mais je sais qu'il y en a plusieurs. On fait une parmi tant d'autres. Là. Mais en même temps, il y en a d'autres, comme je disais, que eux voudraient vraiment qu'on comprenne finalement que c'est pas ça, être un être humain. C'est pas manger, dormir, travailler, puis mourir à 80 et quelques années. C'est pas ça la vie. Là. Ouais. OK, ma dernière question, Marc, parce que j'aimerais ça, avec tous mes respects, te réavoir sur une émission qui a pour but de parler d'ufologie, notamment le cas de Place Bonaventure, que j'ai à cœur depuis 30 ans, s'il vous plaît. Et je te remercie à l'avance de me dire oui,
Oui? Oui, mais je ne sais pas quand, comme tu sais. Non. Je te mets aucune pression. Ça peut être dans 1 mois, 2 mois à ta guise. Mais j'ai une question pour toi. Pour terminer cette émission, encore une fois, chers dames et messieurs, je ne m'attendais pas d'aller sur le sujet de la pandémie, mais je suis très, très content que tu l'aies fait pour moi parce que je vois l'interconnexion avec du au-delà, les ETs qu'on va dire, peu importe la race. Mais ma question. Oui, go ahead. Garde ta question, c'est juste parce qu'il y a quelque chose que je voulais juste pas oublier de dire, là. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent si les extraterrestres pacifiques existaient, bon, ils viendraient nous aider parce que là, on est vraiment dans la merde, blablabla. Puis ça vient justement là, de certaines personnes qui ont eu des contacts, puis tout ça. Puis eux, ils vont pas intervenir dans le sens que là, ce qui se passe, c'est à nous à prendre conscience de ce qui se passe, puis prendre des actions en conséquence. Puis c'est sûr que ça avait commencé déjà, là, les gens manifestaient, puis il y avait des gouvernements qui voulaient complètement changer, là, justement, parce qu'il y en avait assez de la corruption, il y en avait assez de tout ce qui était pas sain là, au niveau de la gestion des sociétés. Puis je pense qu'on a à régler nos problèmes avant. Tant qu'on n'aura pas réglé nous-mêmes nos problèmes, ça veut dire de ne pas faire ce qu'on ne veut pas faire, OK? Puis de pas... là, ce qui va arriver, c'est que c'est sûr qu'ils ne vont pas obliger directement les gens à se faire vacciner, mais il va y avoir des incitatifs assez sérieux, là, dans le sens que si tu n'es pas vacciné, à un moment donné, tu ne pourras plus aller à l'épicerie, tu ne pourras plus... Ça, c'est oui, mais on fait quoi à ce moment-là? Parce que moi je le dis depuis 1 an. Parce que, puis je ne suis pas gêné de le dire, moi, je ne veux pas me faire vacciner. Non. Et déjà, j'ai fait des ennemis qui sont mes enfants puis ma femme, parce qu'ils me trouvent bouffon, ridicule, sans sein. Ça, on va le voir, là, je veux dire, des divisions au sein de la population, à diviser pour régner. C'est pas pour rien, c'est très, très, très. C'est une situation qui est très antagoniste là, aujourd'hui. Là. Puis même quand tu vois ça dans les médias, il n'y a pas seulement que, pour contre la masse, pour contre la vaccination. Là, c'est rendu les femmes contre les hommes, les Blancs contre les Noirs, les Amérindiens, les Autochtones contre les Blancs. Ils prennent toutes les occasions, je parle des médias de masse, pour que les gens soient divisés. Tout le temps. Parce que c'est divisé pour régner. C'est vieux comme la terre. Ils prennent des vieux trucs, puis let's go. On continue, ça a tout le temps marché. Fait que pourquoi on continuerait pas avec ça? Marc, I want your take on the following. Excuse mon anglicisme. I want your take on the following because I know you're perfectly bilingual. Que se passerait-il si advenant que moi, je vais avoir 66 ans le mois prochain, d'accord? J'ai décidé que moi, je m'endetterai plus jamais. Je veux plus rien savoir de dette. Autrement dit, tu pourras jamais me convaincre de dire, hey, Zino, tu devrais conduire un char de 150 000 parce que tu parais bien là-dedans, puis m'endetter pour 150 000. Il n'y en a pas question. Une petite bagnole de 10 000 $, c'est en masse. First thing. Number two, moi, j'ai compris que dans la population mondiale, suis-moi bien, puis ça fait des années que je le dis, que je partage librement. And I'm not an activist as per se. I'm just speaking from the heart. Exemple, si, admettons, on est quoi, 8 milliards à peu près sur la planète, à peu près, là, 8 milliards, right? Please correct me if I'm wrong. 7,4, là, je pense. Ouais. 7,5 à 8 milliards, OK? What happens is that, selon moi, tu as 80% de la population mondiale qui ne gagne pas assez de pouvoir payer des impôts. They're considered poverty, 35 000 et moins. 80%. D'accord? Puis après ça, tu as le 5% de la population mondiale qui gagne 250 000 $ et beaucoup plus, jusqu'au-delà du réel. OK? That's 85%. Guess what? We got the middle class, la classe moyenne, qui est 15% de la population mondiale. Ça donne à peu près 1 milliard, à peu près.
OK? Que se passerait-il si la classe moyenne décide de ne plus payer d'impôts pour soutenir the cabals, les forces majeures qui contrôlent la planète? Parce que ça prend des argents, que ce soit NSA, CIA, Jesus Christ Superstar, les banques, les ci, les ça. Tout ce qui va se passer, le système tombe. Parce que la classe moyenne, le peu qui reste, n'existe plus. Tout le monde est pauvre. Tu peux pas aller battre un pauvre qui a de la misère à mettre la bourse à la table, de dire tu vas me payer les impôts, tu vas me payer 50% de ton salaire. Le gars, il n'a pas. OK? That's something that humanity is going to consider doing to bring down the cabals. And this is not a conspiracy. Ça prend 1 milliard de gens, pas une personne, 1 milliard. That's one of the solutions. Number 2 solutions is to have extraterrestrial intervention. Parce qu'il y a bien des ufologistes américains que tu connais par nom, je les nommerai pas, tu les connais même mieux que moi. Ces gens-là nous disent qu'on est près d'un disclosure. Je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. Parce que, justement, the cabals don't want you to know all the reverse engineering they did in the last 100 years, de 1920 à maintenant. Parce qu'en 1920, comme tu sais, Tesla, Nikola Tesla, avait prouvé qu'on pouvait prendre le champ magnétique de la Terre to give us 0.0 energy, free energy. Puis Morgan, le banquier, le gros banquier, dit « Hey, il me ressemble un peu. Hey, impossible. How are we going to make money with that? » Non, c'est le pétrole. Puis là, les gens du désert, je me trompais. C'est là qu'on voit que je parle trop de langue puis je me mêle dans mes langues. The desert people ont dit, wow, non instant, c'est le pétrole, puis regarde bien ce qu'ils ont fait avec le pétrole, it's not a green solution. So, l'humanité doit vraiment se réveiller. Puis je pense qu'on s'est réveillé en 2020. Je pense. Mais ça va prendre quelques années pour se unir ensemble, pour dire, on va faire la différence. On prendra notre destin humanitaire dans nos mains. Et c'est à force de faire des vidéos comme on fait qui aident à la progression de l'humanité. Est-ce que tu en penses de tout ça? Là, je me tais. Mm-hmm. Je pense que c'est être peut-être un peu pas naïf, mais je pense pas que ça va se passer comme ça. Je pense que OK. Je pense que c'est là, on est le calme un peu avant la tempête. Là. Je pense qu'on n'a rien vu encore. Holy shit. En termes de chaos social, là, je pense qu'on n'a rien eu encore. C'est quoi? C'est pas ça devant les femmes, parce que les femmes, en général, avec tous mes respects, ils ont peur. Parce que moi, la mienne, là, la mienne, elle me dit souvent, excuse-moi, non, mais je te parle, c'est plus fort que moi. La mienne, là, elle veut pas entendre ces choses-là. A lot of women don't want to hear that because it scares them. They're not used to that kind of talk. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je suis en accord avec toi à 1000%. Tu sais, dès le début, là, quand j'ai commencé à faire mes premières recherches, mes premières enquêtes, puis tout ça, à un moment donné, j'avais le choix. C'était soit dire ce que les gens voulaient entendre, ou soit dire ce que je pensais être la vérité. Puis ça, on appelle ça l'honnêteté intellectuelle. Puis quand dans mon premier livre, j'écrivais que notre civilisation, finalement, on a été implanté ici par des êtres qui viennent d'ailleurs, je te dirais que j'étais pas à l'aise au début, mais pas du tout. Puis surtout quand j'ai commencé à donner des conférences, puis j'abordais le sujet, sans farce, là, il y a des gens qui sortaient parce que ça leur rentrait trop dedans. Là. Ils n'étaient pas prêts à ça. Puis
pour eux, là, j'étais une soucoupe volante ambulante moi-même. C'était de dire que notre civilisation avait été implantée par des espèces venues d'ailleurs. À l'époque, là, aujourd'hui, ça passe peut-être un peu mieux, là, mais puis il ne faut pas négliger le pouvoir des médias de masse. Là, présentement, là, sont plus forts que jamais, là, sont en mode propagande à fond la caisse. Puis ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement brainwashés, là, puis tu peux pas avoir de discussion avec ça. C'est pour ça que je te dis, c'est qu'il va y avoir une séparation, une division de la population. Puis je vais revenir un peu en arrière, comme une dizaine de milliers d'années en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé en Atlantide, là? Bon, ben, ça, c'est un peu ça. Tu avais encore des humains qui étaient là, qui avaient des dieux. On va les appeler les dieux parce que ça vient de la mythologie, mais c'est des entités comme moi puis toi, puis ils ont juste accès à plus de technologie, plus de connaissances, etc. Puis ils régnaient sur des sociétés humaines. Ils régnaient sur des sociétés humaines, mais à un moment donné, il y a une séparation. Il y a un groupe de gens qui disent « Hey, on ne peut plus continuer à les prendre comme esclaves. Là. Dans le fond, c'est des humains en devenir. Et ils vont avoir à exprimer leur potentiel. C'est un peu comme si tu traitais un enfant tout le temps comme un enfant, puis il est rendu à 30, 40 ans encore comme un enfant. Mais là, à un moment donné, il faut qu'il devienne adulte. Il faut que tu le traites en adulte, il faut que tu arrêtes. Ben, l'humanité, c'est ça. On est un peu des enfants vis-à-vis de beaucoup d'autres civilisations qui ont des connaissances très avancées. Mais à un moment donné, il faut qu'on nous laisse évoluer par nous-mêmes. Puis la seule façon là, que notre civilisation évolue par nous-mêmes, ben, c'est d'arrêter de vivre, dans le fond, le schéma de la victime puis du bourreau qu'on fait pitié parce que là, on a des méchants qui nous influencent, qui nous manipulent. On est capable de séparer de ce système-là. Puis c'est pas obligé que ça se fasse drastiquement. Tu peux tranquillement faire pousser des tomates ou whatever. Tu sais, juste aller chercher un petit peu d'indépendance, un petit peu tranquillement, pas vite. Puis aussi, tu peux avoir un système parallèle avec le système qui existe présentement comme une espèce de bouée de sauvetage. Là, tu sais, si jamais tout le monde est obligé d'être vacciné pour acheter ou faire quoi que ce soit, se promener en avion, mais ça n'empêche pas qu'il peut avoir un système parallèle à ça qui, lui, va être plus en lien avec les valeurs des gens qui voudraient vivre en harmonie, puis dans le respect des autres, sans avoir d'inéquité sociale. Parce que je vais juste faire un petit parallèle. Là. Tu vois qu'on a un problème dans notre société quand il y a des gens, puis je vais juste, tu sais, j'ai rien contre le sport en général, mais quand tu vois des joueurs de hockey, des joueurs de basketball, des joueurs de football qui gagnent des millions, je veux dire, point de vue des valeurs, là, c'est complètement c'est hallucinant. Puis on accepte ça, nous, comme société. Fait que c'est un peu normal que là, on va vivre des périodes de chaos parce que c'est toutes ces choses-là qu'il va falloir remettre en question. Puis qu'est-ce que nous, on veut vivre comme société? Comment est-ce qu'on voit l'avenir? Mais c'est tout ça, là. C'est ça, on est là-dedans, là, présentement. C'est pour ça que je te dis, il va y avoir, oui, il va y avoir un chaos pendant un certain temps, mais après ça, là, on va retomber dans une nouvelle ère. C'est pas pour rien que les anciennes traditions disent on est dans le Kali Yuga, l'ère du chaos. Puis après ça, on va être dans l'âge d'or. Là, on est dans la période charnière. Puis
là, on va être dans une période de transition, puis pendant cette période-là, ben, c'est sûr que les gens vont perdre leur repère, mais il y en a d'autres repères. C'est un peu ça l'idée. Donc, si j'ai bel et bien compris tout ce que tu nous as dit pendant 1 heure et 10 minutes, ni plus ou moins, c'est qu'il y a quand même l'espoir pour l'humanité. Ah oui, c'est pas tout négatif. Non, dans le sens que on n'a pas à se pitcher en bas d'un pont parce qu'on vient d'entendre des choses qui sont un peu l'ordre de l'ordinaire. Ben, je te dirais que c'est une espèce d'épreuve collective qu'on a à vivre, toute notre civilisation ensemble. C'est une épreuve collective, mais en même temps, c'est une prise de conscience collective. Puis c'est ça qui fait que c'est la beauté de la chose, là. Puis il y a une autre chose que j'ai remarqué aussi dans les médias de masse qui bombardent, puis dans les films, puis tout ça, c'est souvent négatif, c'est souvent lourd, c'est souvent... Ça, c'est pour baisser le taux vibratoire, puis pour empêcher les gens d'exprimer la joie, puis c'est tout ce qui fait que, wow, tu vibres sur une autre fréquence, parce que ça aussi, c'est contagieux, hein? La joie, le bien-être. Puis ça, c'est quelque chose qui fait qu'ils ne peuvent pas te contrôler. Quand tu exprimes ça, quand tu exprimes le bonheur, la joie, puis c'est moins facile à ce moment-là parce que même, oui, ils peuvent t'imposer des restrictions, toutes sortes de mesures, mais tu sais, à un moment donné, ça devient, tu trouves un peu ça enfantin, puis il ne faut pas que tu embarques émotivement là-dedans. Tu sais, quand tu vois des choses, que ce soit sur YouTube, Facebook ou quoi que ce soit, que ça vient te chercher, puis là, ça te met en colère, t'es mieux de te détourner de ça. On n'a pas besoin de tout le temps vivre dans la frustration, l'angoisse, la haine, la colère. Ça nous tire vers le bas, ça nous empêche d'avancer. Fait que ça, c'est des petites leçons c'est facile à faire. Puis ça, c'est quand je dis créer notre réalité, là, tu fais juste commencer par ça. Là. Tu fais juste commencer à dire, OK, il y a des choses que je ne veux pas vivre, ben je ne vais pas investir de l'énergie ou mon attention vers ça. Qu'est-ce que je veux vivre? Vers où je vais aller? Ben, je vais envoyer mon attention plutôt vers ça. Puis on est dans une époque, je te dirais que les choses se manifestent plus facilement. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être comme ça aussi l'énergie du moment. On dit en anglais, 2020 was the new awakening. Où l'être humain s'est réveillé par rapport à la pandémie, si tu veux, là, ça a donné un choc culturel à lui. Certains sont réveillés, pas tous. Je dirais une bonne partie, mais gare, là je parlais québécois, regardez bien. Marc, c'est pas parce que j'aime pas ça t'entendre parler, je t'adore parce que on a dépassé le temps, hein? Comme mes pensées, c'est parce que moi, je pense je suis toujours aux spectateurs et aux auditeurs, auditrices. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on peut écouter un podcast en mode audio pendant qu'on fait d'autres choses à l'ordinateur. Mais je te dirais, s'il vous plaît, dis-moi oui à l'avance. On aimerait ça te réavoir sur une forme d'émission qui a pour but, cette fois-ci, on va vraiment parler de l'ufologie. OK, on parlera pas du COVID parce que là, les gens vont nous placer dans la même catégorie de non désérables, comme tu dis si bien. Et j'aimerais parler du cas de la place Bonaventure dans lequel tu as beaucoup de connaissances de cause et que moi, ça me passionne depuis 30 ans. Fait que c'est là-dessus que je vais avoir le courage de te poser 1001 questions. Fait que dans un mois d'ici, est-ce que c'est oui à l'avance que tu vas accepter mon invitation? Oui. Je peux accepter, mais je suis pas sûr si je vais être ici dans un mois. Là. Un mois, 2 mois, mais en tout cas. Je vais te mettre au courant là, parce que tu sais, là, à cause de mon travail, des fois, c'est pas tout le temps facile, mais je te dirai là, quand je vais être plus certain là, de la date, je te dirai, OK, bon, dans ce coin-là. Là.
Puis je veux que tu vois un commentaire, un dernier commentaire de quelqu'un qui t'admire selon moi. Fait qu'il est là-dessus, là. Vois-tu, là? Écoute, donc, merci beaucoup, Marc, et pour tous ceux, auditeurs, auditrices, merci d'avoir pris le temps d'avoir écouté Marc Saint-Germain, ufologue et recherchiste dans les matières du au-delà. Et puis, je suis très reconnaissant, Marc. Merci beaucoup. Et on se dit rendez-vous d'ici quelques mois, pluriel, quelques mois, pour le prochain vidéo qui a pour but d'interviewer Marc Saint-Germain. Marc, bonne chance et joyeuse Pâques pour qu'est-ce que ça vaut. On a encore des anciennes coutumes qu'on respecte évidemment. Donc, joyeuse Pâques à toi et tes êtres chers. Et puis, à bientôt. À bientôt.